Isabelle Campagnola-Savon, bonjour. Bonjour Elsa. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio JM pour ce journal politique qui est donc chaque lundi à 13h sur Radio JM et que nos auditeurs suivent toujours avec beaucoup de plaisir. Alors je rappelle rapidement que vous êtes conseillère régionale déléguée à l'économie, vous êtes également conseillère métropolitaine, municipale, vous êtes responsable départementale à présent pour les Bouches-du-Rhône, pour le mouvement politique mené de main de maître par Édouard Philippe, Horizon. Cette délégation départementale, vous la co-gérez avec le maire d'Arles, Patrick de Carolis. J'avais envie de vous demander tout simplement pourquoi vous avez choisi de vous engager aux côtés de ce mouvement politique Horizon mené par Édouard Philippe et non pas pour Renaissance auprès du président de la République. Bon, tout d'abord, Elsa, merci beaucoup pour votre invitation. Avec plaisir. Et si vous me le permettez, j'aimerais formuler un vœu parce que nous sommes en début d'année et je crois que c'est l'opportunité pour moi de formuler un vœu qui m'est cher pour vous, pour vos auditeurs, pour votre communauté, c'est-à-dire, et puis même pour le monde entier, on va dire, un vœu de paix. Un vœu de paix et de vie, parce que je crois que nous avons tous besoin pour avancer dans la sérénité, d'avoir cette paix dont nous avons si besoin. Tellement voilà. Besoin, exactement, que ce soit ici pour nous tous et en Israël, évidemment. Évidemment. Alors, qu'est-ce qui a guidé votre choix, Isabelle ? Qu'est-ce qui a guidé mon choix ? C'était quand même il y a quand même maintenant plusieurs années. Effectivement, j'ai voulu aller aux côtés d'Édouard Philippe parce que il est ce qui représente mes valeurs, c'est-à-dire que c'est un homme de droite et de centre qui est issu également des Républicains comme moi-même, et j'avais besoin de me retrouver auprès d'un homme politique qui incarnait ce que sont les valeurs de la République pour moi aujourd'hui et que j'avais envie de défendre à ses côtés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité intégrer Horizon, qui est un parti en construction, qui est un parti qui se crée. C'est une aventure collective, voilà. Et ça, je trouvais absolument intéressant l'idée de faire partie de cette construction, de ce parti qui incarnait l'intégralité des valeurs que j'avais envie de porter. C'est-à-dire les valeurs de base ont été posées, mais vous le construisez, j'allais dire en marchant pratiquement. L'idée est de construire avec chacun ce que chacun peut apporter et d'affiner de plus en plus un futur programme. Bien entendu, c'est l'intérêt d'un parti justement d'avoir des personnalités différentes qui amènent chacune leur particularité. Mais Isabelle, ça vous comprenez bien que pour les auditeurs, pour les futurs électeurs, il est important de faire une différence. Qu'est-ce qui, selon vous, parce qu'on s'en souvient, Édouard Philippe a été longtemps le Premier ministre d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qui différencie les deux politiques, celle d'Horizon et de Renaissance, de façon assez schématique, bien sûr, mais comment vous l'expliqueriez aux futurs électeurs ? Alors d'abord, ce que j'aimerais rappeler, c'est que nous faisons partie de la même majorité présidentielle. Évidemment, donc c'est pour ça qu'on a besoin de connaître des nuances. C'est important de le rappeler et de dire que par là même, on a plus de points qui convergent que l'inverse. C'est une évidence. Ouais. Cependant, après, j'ai envie de dire que il y a une différence qui me paraît évidente, c'est celle de l'homme. Ce sont deux hommes au parcours différents. L'un est dans le présent et l'autre est dans l'avenir. Et si on a envie d'aller un peu plus loin sur le détail de la différence, je dirais que Édouard Philippe est très attaché à la décentralisation. Et c'est ce qui a un petit peu péché du côté d'Emmanuel Macron. On l'a ressenti lors de la crise des Gilets jaunes, et c'est la raison pour laquelle, après, il a fait ce tour de France de manière à ce que, justement, se rapprocher des citoyens et avoir ce retour de proximité qu'a besoin un élu pour pouvoir répondre aux demandes et aux enjeux, aux besoins des citoyens. Voilà. En fait, ce qui les différencie, c'est qu'Édouard Philippe est un homme politique, il l'a toujours été. Alors que Emmanuel Macron n'avait pas forcément cet engagement sur le terrain où on monte les échelons, où on se confronte aux élections successives. C'est peut-être ça qui les différencie. Mais est-ce que, justement, vous dites que c'est une différence de personne, est-ce que ça vaut la peine quand même de créer un parti ? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement, étant donné qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, on le sait tous, il a fait 2 mandats et la Constitution est claire sur ce sujet, donc on ne peut pas se représenter une 3e fois. Est-ce qu'il n'aurait pas tout simplement suffi de déplacer vers la personne d'Édouard Philippe ? Non, parce que les personnalités sont différentes et les parcours, comme je l'ai dit, sont différents. Et je crois que la création de ce parti, justement, s'articule sur la décentralisation. C'est-à-dire qu'Édouard Philippe, aujourd'hui, articule l'architecture d'Horizon
sur des comités municipaux qui vont être en réalité la base, les fondations de ce parti. C'est important de le préciser. Et donc, on a besoin d'avoir des fondations qui soient locales, qui soient importantes pour pouvoir avancer avec sérénité pour le reste et aller sur les échéances à venir. Après, c'est aussi la meilleure façon de se dédouaner de ce qui a été fait avant vous, en disant c'est un autre parti politique, donc on peut pas nous dire c'est votre parti. Je rappelle que quand même aujourd'hui, on est là aux côtés d'Emmanuel Macron pour l'aider à mettre en place la politique qu'il a décidé de mener dans le cadre de la majorité présidentielle. Oui, mais comment ça va se passer, puisqu'il y aura certainement un candidat Renaissance? Aujourd'hui, écoutez, on va pas commenter ce qui n'est pas. Pour l'instant, on n'en est pas là. Aujourd'hui, je crois que ce qui est important de rappeler, c'est que les prochaines échéances, ce sont celles et les européennes. Ah bah oui, on va en parler de toute façon. Et donc, je crois qu'on va se concentrer sur ces prochaines échéances. Un mot quand même sur ce binôme, parce que est-ce que c'est le cas dans d'autres départements? Est-ce qu'il y a d'autres binômes? Oui, bien sûr. Il y a d'autres binômes qui sont dans d'autres départements. Maire d'Arles. Et donc, je suis avec Patrick de Carolis et nous sommes très heureux d'avoir été nommés lors du dernier bureau politique de l'année par le parti Horizon. Effectivement, c'est le 5 décembre. Responsables départementaux des Bouches-du-Rhône. Nous sommes évidemment conscients du défi que nous allons relever. Nous sommes très heureux d'être aux côtés de tous les comités municipaux qui ont été déjà mis en place pour continuer à fédérer, à animer, à continuer à structurer ce parti pour Édouard Philippe, parce que nous sommes tous là pour Horizon aujourd'hui, et donc il est important de le rappeler. Et donc nous allons nous répartir sur le territoire. Je crois qu'en fait ce binôme représente bien l'intégralité des Bouches-du-Rhône. C'est-à-dire que complémentarité, en fait. C'est ça, je suis élue métropolitaine, je suis élue de la ville de Marseille, qui est ville-centre du département, deuxième ville de France. Et donc, Patrick de Carolis, qui est quand même, on va dire, le leader du territoire d'Arles et maire d'Arles, permet qu'aujourd'hui, l'intégralité des Bouches-du-Rhône soit représentée. Et puis, il a une représentativité, j'allais dire, presque rurale, puisqu'il y a autour de lui quand même, c'est vrai que la physionomie de la région d'Arles est totalement différente que vous, c'est-à-dire vous êtes plutôt Marseille, une grande ville urbaine, voilà. Donc, il y a une espèce de complémentarité entre les deux profils qui est assez intéressante. Plus que de couvrir la totalité d'un territoire, c'est aussi les différenciations, les caractéristiques d'un territoire qui est pas si simple que ça. Hein. Exactement, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité faire un binôme de manière à ce que justement chaque territoire se sente représenté. Oui, et chacun de vous amène ses forces, chacun amène sa personnalité, son expertise, son expérience, et nous sommes très heureux de pouvoir travailler ainsi. Moi, j'ai l'habitude de travailler en binôme. À la région, je suis déjà en binôme. Et je trouve que un binôme permet en réalité d'avoir beaucoup plus de proximité. Tout ce qui est justement tout ce qui concerne l'économie. Beaucoup plus de présence. Avec M. Kenoff, c'est ça? Exactement. Pour l'économie. Et aujourd'hui, en fait, ça nous permet de couvrir l'intégralité du territoire. Et c'est important que les citoyens aient de la proximité avec leurs élus. Et puis, c'est reconnaître aussi qu'on peut pas être expert sur tous les sujets et qu'avec la complémentarité de chacun, on peut faire un travail beaucoup plus profond. Exactement. En profondeur. Vous avez dit la prochaine échéance, c'est l'élection européenne. Alors, c'est un sujet que j'allais évoquer à la fin de notre interview, mais peu importe. C'est vrai que là, on a été plus ou moins épargnés par les élections là depuis quelques mois, donc on a pris notre respiration, nous, en tant que journalistes, on l'a reprise, et là, on va commencer avec les européennes, qui est quand même... ce sont des élections très importantes, mais auxquelles on a vraiment du mal à intéresser les Français, enfin je pense les Européens en général, je pense que c'est partout comme ça, et pourtant, elles sont essentielles. Mais oui, vous avez tout dit, Elsa. C'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les Français ne connaissent mal l'Europe. Et cette élection européenne est un enjeu majeur. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous permet de résister aux grandes puissances que sont les États-Unis, que sont la Chine, mais c'est nous réunis au sein de l'Europe. Même sans résister, c'est peser. L'Europe, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un îlot de stabilité, c'est un îlot démocratique, c'est un îlot de paix. C'est un moyen de récupérer des financements importants pour nos territoires. Et donc, la France a vraiment besoin de faire en sorte de s'emparer de ces projets européens et d'avoir une Europe forte, parce que d'avoir une Europe qui soit forte en termes économiques, parce que c'est ça qui nous permet de résister aussi. Et il ne faut absolument pas que nous puissions laisser monter les extrêmes à cause de l'abstention, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un Parlement européen qui soit le reflet du Parlement français, c'est-à-dire
un Parlement démocratique. Mais Isabelle Savon, on a vu les premiers sondages qui sortent sur les européennes et on voit bien ce que vous êtes en train de nous dire. Alors l'abstention certes, mais aussi une volonté d'un vote et partout en Europe qui tend vers l'extrême droite. Oui, c'est effectivement ce qu'on voit aujourd'hui dans les sondages, en sachant que la campagne n'a pas commencé. Oui, bien sûr, avec les élections je crois sont qu'il début faut juin, c'est ça ? Le 9 juin de mémoire. Et je crois qu'il faut absolument que nous travaillions en communiquant auprès des Français, parce que les Français se désintéressent de cette Europe. Mais comment faire ? Parce qu'on a tout essayé. Moi-même ici à la radio, depuis des années, quand il y a l'élection européenne, j'essaie d'être très pédagogue, de tout réexpliquer, de faire venir des géopoliticiens, des historiens, des Européens convaincus. Mais on a vraiment du mal à drainer cela. Est-ce que c'est pas aussi une question de complexité ? Alors c'est peut-être aussi une question de complexité, mais en fait l'abstention, on voit bien que sur l'ensemble en fait des scrutins qui peuvent être faits même en France, on a de plus en plus d'abstention. Donc il y a un vrai problème en fait avec les élections et les Français. Il faut absolument que nous remettions au centre du débat l'intérêt de l'enjeu démocratique que sont des élections et le fait de ne pas faire laisser passer les extrêmes. Comment vous allez faire campagne pour ces européennes ? Une fois que nous aurons notre... Oui, bien sûr, évidemment. Voilà, aujourd'hui c'est difficile de communiquer sur le sujet. Mais tout le monde va s'engager pour porter bien sûr que nous serons présents pour porter ces élections européennes, pour porter celui qui portera cette liste ou celle qui portera cette liste, pour faire du mieux possible que la représentativité au sein de l'Europe soit le reflet de la représentativité de la France. Donc ne pas baisser les bras et dire que les dés ne sont pas jetés. Jamais. Je voulais qu'ensemble on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde politique. Alors on a beaucoup parlé depuis quelques jours d'une possibilité de remaniement ministériel, puisque le gouvernement, on a beaucoup dit que le gouvernement vendredi devait changer, samedi soir, dimanche, on est lundi matin, pour l'instant rien n'est fait. Qu'est-ce que vous pensez de ces effets d'annonce ? Les choses ne viennent pas d'espèce de feuilleton gouvernemental. Comment vous le voyez, vous, en tant que politique ? Moi, en tant que politique, j'ai envie de dire que je continue à travailler malgré les annonces qui sont faites, parce que les annonces sont faites par les médias et qu'aujourd'hui... c'est des petits... Si les annonces sont faites, c'est qu'il y a des bruits de couloir. Mais les bruits de couloir sont tellement différents les uns et les autres et sont en contradiction que du coup, si vous voulez... Je ne sais pas. J'en sais rien. Je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est opportun ? Est-ce que vous pensez, comme beaucoup le disent, que la Première ministre a été usée par tous les 49.3 utilisés, par la loi immigration, il a fallu se battre ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est ça qui donne un coup de fouet à la politique ou pas ? Moi, je crois que quand même... Et je pense qu'Elisabeth Borne a fait quand même du beau travail. Elle n'a pas démérité. Elle n'a pas démérité. Elle a quand même les épaules très larges pour ce qu'elle a supporté. Et je crois qu'on pourrait la remercier pour tout le travail qu'elle a déjà fait. Après, je vous le dis, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron et de ce qu'il décide de faire. Et donc, je ne vais pas commenter l'idée qu'elle puisse partir ou pas partir. Parce qu'aujourd'hui, elle a été convoquée à l'Élysée hier pour parler des grands dossiers que le président Emmanuel Macron voulait évoquer avec elle, et notamment, je crois, sur les dossiers du Pas-de-Calais, avec les inondations et la situation dramatique que vivent ces citoyens. Et donc, moi, je préfère me concentrer et parler des sujets que nous pouvons évoquer. On peut évoquer la loi immigration. Alors, on va en parler, bien sûr. Si vous aviez été députée, Isabelle Campagnoli-Savon, qu'auriez-vous fait ? Comment auriez-vous voté ? Vous avez vu comme moi cette campagne d'affichage sur les murs à Marseille. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ces 3 députés Renaissance qui ont voté. Donc ce sont des locaux et qui ont voté pour la loi immigration. Donc on peut les citer, c'est pas un secret. Lionel Royer-Perrault, Claire Pitola et Didier Parakian. Vous, qu'auriez-vous fait ? Moi, très honnêtement, Elsa, si j'avais été députée, j'aurais voté cette loi. Donc vous auriez fait partie des députés affichés. Probablement. Mais cette loi, on en avait besoin. On avait besoin d'une loi pour lutter contre l'immigration clandestine. Le texte qui avait été présenté par Darmanin à l'Assemblée était un texte bien conçu, était un texte bien ficelé, était un texte ferme. Après, nous sommes dans une majorité relative et donc nous avons un texte de compromis. C'est aussi la démocratie qui veut ça. Et donc ce texte de compromis, aujourd'hui, il a été voté par qui ? Il a été voté par la majorité présidentielle et les Républicains. Et non pas, comme nous voulons nous le faire entendre, par le Rassemblement national. Ce n'est pas un texte du Rassemblement national que nous avons voté. Il faut rappeler à nos auditeurs que quand même ce texte qui a été voté correspond à 80% du texte qui avait été voté au Sénat. Oui.
Et aujourd'hui, quand on regarde la représentativité du Rassemblement national au Sénat, ils ne sont que 2 sénateurs. Donc c'est totalement faux. Et aujourd'hui, on est confronté à une politique de l'infox. Et cette politique de l'infox, c'est absolument déstabilisant parce que vous parlez de ces affiches, mais c'est de la politique caniveau. Ah non, mais c'est pire que ça. On a l'impression, vous savez, de ces affiches western, wanted. C'est comme si presque on incitait les gens à agir contre ces députés qui sont élus démocratiquement et qui ont fait leur devoir. Enfin, je veux dire, ils ont fait leur devoir et ce sont des affiches mensongères, parce que ces députés n'ont pas voté la loi du Rassemblement national. Ils ont voté la loi qui a été présentée à 80% par le Sénat. Vous ne trouvez pas que ça remonte même de l'irresponsabilité quand on sait aujourd'hui la violence qui peut être à l'encontre des élus? On le voit vis-à-vis des maires, mais on peut le voir un peu partout maintenant. Mais bien sûr, moi, de toute façon, c'est de la politique. Moi, j'ai pas l'idée de cette politique-là. Moi, j'ai l'idée de la politique sur le fond. Et malheureusement, je crois que c'est ce qui participe aussi à l'abstention aujourd'hui, d'avoir une politique qui finalement est dans l'immédiateté avec des sujets qui sont de l'infox et qui jouent sur la crédulité des personnes qui les voient. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je l'ai dit, vous êtes bien sûr élu à la région et vous êtes aux côtés, vous parliez tout à l'heure des valeurs européennes et on sait à quel point elles tiennent à cœur au président de la région, Renaud Muselier. Il y a des défis 2024 pour la région à relever. On sait à quel point il est toujours très engagé, notre président de la région. Et le premier défi qui se présente à nous, parce que là, ça nous concerne tous, ce sont les JO, les Jeux Olympiques, qui, comme rappelons-le, donc plusieurs épreuves vont avoir lieu ici sur notre territoire, et c'est une chance. Vous le voyez comment c'est arrivé, cette échéance des JO? C'est une grande chance pour notre territoire? Ah, je crois que oui. C'est un événement planétaire. C'est évidemment une grande chose pour notre territoire. Vous savez que ça va, notre région va rayonner chez des milliards de téléspectateurs. Et donc aujourd'hui, vous le savez, en tant en charge de l'économie et de l'attractivité de notre territoire, pour nous, c'est un moyen phénoménal de montrer que notre territoire est un territoire attractif et que des entreprises qui vont pouvoir venir s'implanter ici en voyant les images et de se dire leur donner envie. Mais bien sûr, ça va leur donner envie. On voit aussi, Isabelle, on vient de voir, puisqu'un papier est sorti récemment dans la presse, dans la Provence, on va les nommer, qui dit, et moi je l'avais déjà constaté en l'évoquant avec plusieurs personnes à la tête d'hôtels marseillais, il y a assez peu d'engouement pour l'instant. Très peu de réservations dans les hôtels, très peu de... Bon, bien sûr, les places ont été vendues, heureusement. Mais je veux dire, est-ce que... et puis, assez peu de mobilisation des entreprises pour s'engager dans des événements pendant les JO, et c'est demain, c'est au mois de juillet. Qu'en pensez-vous? C'est le temps que ça redémarre? C'est pourquoi? Comment vous le voyez, vous, quand vous parlez avec les entrepreneurs? Est-ce qu'ils se sentent engagés? Moi, je crois que les entrepreneurs se sentent engagés parce qu'ils ont vu l'opportunité de l'arrivée des JO sur la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur Marseille plus spécifiquement. On a toutes les épreuves de voile, on a le football. Alors, vous parlez effectivement que aujourd'hui les hôteliers, j'ai vu passer effectivement les articles, se plaignent, non, se plaignent pas, ils sont surpris. Voilà, surpris parce se plaignent pas, ils sont surpris. On a vu comment les hôtels ont été pris d'assaut. Je crois que la fin de l'année a été une fin d'année dure pour tout le monde. On a accumulé beaucoup de choses, et notamment en termes de pouvoir d'achat. Et je crois que c'était pas la priorité. C'est pas que c'était pas la priorité. Je crois que les gens avaient envie de clôturer cette année pour repartir sur des auspices meilleurs pour l'année 2024. Je crois que le temps de la mise en route et que aussi peut-être arrive un peu le déroulement de ces JO, parce que je crois qu'aussi ça reste encore un peu flou. Oui. Voilà. Je pense que j'ai pas de souci sur le fait l'engouement va se faire. L'engouement va se faire, que notre région et nos hôtels, nos hôteliers seront heureux. Et que les entreprises vont s'engager sur des événements, parce que pour l'instant, dans le monde de l'événementiel, c'est calme plat. Dans le monde de l'événementiel, c'est le calme plat, mais pourtant... Je parle des JO, pour les JO, mais des JO, sinon, les entreprises se sont quand même beaucoup engagées, notamment auprès des athlètes, pour leur permettre d'avoir justement, en termes financiers, de
meilleurs entraînements, parce que vous savez qu'il y a les grosses fédérations, il y a les plus petites. Bien sûr. Et donc, il y a eu un fonds de dotation qui a été créé et qui a permis justement aux entreprises d'y adhérer pour pouvoir soutenir des athlètes et être à leur côté. Et je crois que c'est une belle image justement de ce que peut apporter le monde économique au monde sportif et à notre région. Bon, alors on reste attentif sur ce trimestre. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est on peut parler aussi des JO de 2030. Alors ça, j'allais dire, on voit bien que la région est très attachée à ces JO. La preuve, c'est qu'on aura les JO d'hiver. Les JO d'hiver, enfin, je veux dire, on peut saluer la dynamique de Renaud Muselier là-dessus, d'avoir eu cette idée, cette envie d'y avoir associé la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le sujet pour que ces jeux puissent se faire dans les Alpes françaises. Aujourd'hui, on est les seuls en lice et on va pouvoir montrer qu'il est possible de faire des Jeux Olympiques dans les Alpes françaises qui soient une exemplarité en termes de durabilité, en termes d'innovation, en termes de modernité et tout ça est très attendu à la fois par les athlètes, mais aussi par les élus locaux, parce qu'on sait ce que ça peut apporter. On l'a déjà vu. Et là, c'est différent, puisqu'on a déjà des installations qui ont été faites, puisqu'on a déjà la région, les Alpes ici avaient déjà accueilli des JO. Donc, on est prêt, si vous voulez. Il y a toute la structure est là. Donc, il y a moins. Parce que là, on l'a vu par contre pour les JO d'été, il a fallu construire une base nautique, etc. Ce qui n'est pas le cas pour l'hiver. Donc, c'est quelque chose qui coûtera moins cher aussi. Il faut quand même le rappeler quand les gens disent ça coûte très cher. Oui, mais attention, ces Jeux d'hiver, on a presque tout. Déjà. Exactement. On est parti déjà sur ce principe-là. Je pense que c'est un point fort, effectivement, de notre candidature. Mais aussi savoir qu'en réalité, en termes de mobilité, ça va nous permettre d'avoir des fonds supplémentaires que nous n'aurions pas eu sans les JO. Et donc, ça va permettre de développer justement toutes ces infrastructures avec des fonds financiers supplémentaires. Absolument. Et voilà, on a presque vu tous les sujets qu'on voulait évoquer ensemble. En tout cas, merci beaucoup Isabelle Campagnola-Savon d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir pu évoquer ensemble en cette rentrée, puisqu'on est en début d'année, la rentrée politique. À très bientôt. Merci Elsa.